Rebonsoir, chers téléspectateurs. Comme promis, nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Ce soir, nous allons parler du lancement du 5e recensement général de la population et de l'habitat en Mauritanie. Aujourd'hui, nous essaierons d'apporter toute information sur ces travaux de collecte de données cruciales pour notre pays. Et pour en parler ce soir, nous avons avec nous M. Ba Omar Khalidou, directeur général adjoint de l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique, également coordinateur adjoint du secrétariat central du recensement. Également avec nous ce soir sur notre plateau, M. Khalilna Dahmed, qui est le conseiller chargé de la communication au secrétariat central du recensement. Messieurs, nous allons commencer tout à l'heure la discussion, mais avant tout, je vous propose de suivre ce reportage d'Aminata Khan qui revient sur la cérémonie de lancement du recensement. Lancement officiel du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le lancement de ce recensement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies aux États membres pour organiser un recensement général de la population et de l'habitat tous les 10 ans. Ce recensement inclut tous les résidents du territoire national, qu'ils soient mauritaniens ou étrangers. Les autorités visent principalement à collecter des données liées aux caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population et à en faciliter l'accès aux usagers, ainsi qu'à fournir les données nécessaires pour les besoins des politiques de lutte contre la pauvreté et le suivi des progrès de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de l'agenda 2023 de l'Union africaine. Présent à la rencontre, le ministre de l'économie et du développement durable a d'emblée indiqué que la préparation de ce recensement a nécessité des efforts redoublés de la part de l'ANSED, notamment l'élaboration du cadre réglementaire et le directeur de la méthodologie générale des documents techniques prenant en compte les besoins des différents usagers des domaines social, démographiques, des départements ministériels et des partenaires au développement. Il a souligné que cette édition du recensement a été entièrement numérisée dans toutes ses étapes, y compris celles liées à la collecte des données sur le terrain, ce qui permettra d'améliorer sa cohérence et sa qualité, et en outre d'accélérer l'analyse et la diffusion des résultats. Pour assurer le succès de cette démarche, le ministre poursuit en indiquant que tous les moyens humains, logistiques et financiers nécessaires ont été mobilisés. L'objectif étant d'employer plus de 5000 agents de comptage équipés de tablettes après les avoir formés aux techniques de collecte des données. Au ministre de souligner la nécessité de répondre spontanément aux demandes des agents de collecte et de leur fournir des informations correctes et précises afin de faire cette opération de recensement comme il se doit. Il a également exhorté les équipes de travail sur le terrain, notamment les enquêteurs, les observateurs et les superviseurs, à être attentifs, diligents et persévérants pour assurer la confidentialité des données. Lui succédant, la représentante de la Banque mondiale a félicité notre gouvernement pour cette 5e édition du recensement. La Banque, à travers le projet PGSP, avait financé l'élaboration du document du projet qui avait aidé l'ANSAD à faire le plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources. Dans cette phase préparatoire également, particulièrement pour les besoins de travaux cartographiques, la Banque mondiale avait fourni une assistance technique pour la mise en œuvre d'un système numérisé de cartographie. Je félicite le gouvernement pour tous les efforts qui ont été consentis à travers cette grande mobilisation. Et déjà, on voit les prémices dans les différentes localités du pays à travers les équipes qui sont envoyées, qui sont déjà en train de repérer les différentes localisations des maisons. Quant aux représentants résidents par intérim du Fonds des Nations Unies pour la population, il a rappelé l'engagement constant de son institution envers notre pays. Recensement général de la population et de l'habitat de Mauritanie. Depuis sa création en 1969, l'UNFPA s'est engagé à fournir une assistance technique et financière pour assurer une haute qualité scientifique au recensement général de population dans les divers pays du monde.
dans le respect des normes et standards internationaux, fournissant ainsi et garantissant la production de données qui sont largement diffusées et utilisées pour la planification du développement. Il est à noter que le lancement de la cérémonie s'est déroulé en présence du directeur général de l'ANSAD et du représentant de l'Organisation internationale pour la migration. Eh bien, merci à ceux qui viennent de se joindre à nous pour votre émission Zoom sur. Ce soir, parler du recensement aujourd'hui avec nos invités. Alors pour en parler, nous allons commencer d'abord par Monsieur Ba. Dites-nous, nous avons déjà vu dans le reportage et également suivi dans le journal vraiment les objectifs de ce recensement, mais est-ce que nous pouvons nous y revenir plus en plus détail? Merci Madame. Effectivement, il y a eu le lancement hier par le ministre des Affaires économiques et du Développement durable du lancement du 5e recensement général de la population. Et il y a eu la présence de nos partenaires. Et il y a eu aussi la présence de la famille statistique qui nous a accompagnés. Donc c'était un moment aussi crucial dans la sensibilisation du démarrage de cette opération. Et c'est une opération qui a démarré aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, comme on l'a dit dans le reportage. L'objectif est de collecter tout ce qui est de données statistiques auprès des ménages. Et donc, c'est une information capitale, c'est une opération fondamentale qui demande la mobilisation de tout le monde et l'implication de tout le monde. Quand vous parlez de la mobilisation et l'implication de tout le monde, comment vous travaillez aujourd'hui avec, par exemple, les élus locaux, les walis, aujourd'hui, pour justement vulgariser ce recensement et son importance? Merci, Madame. Vous avez, pour le recensement, pour la mise en œuvre de cette opération, il y a une organisation de la Commission nationale qui coiffe au niveau national, du secrétariat, mais aussi il y a les démembrements au niveau de chaque région. Au niveau de chaque région, il y a une commission régionale. C'est au niveau de la région, donc au niveau de la wilaya, c'est le wali qui préside. Il est assisté par l'ensemble des élus, par l'ensemble des hakim, par tous les démembrements de l'État qui sont qui bougent au niveau des régions. Donc, au niveau des régions, c'est eux qui sont les porteurs en tout cas de tout ce qui est sensibilisation, de tout ce qui est mobilisation, en tout cas tout ce qui est fonctionnement de cette opération proprement dite. Alors, nous allons revenir sur cet aspect-là tout à l'heure. Monsieur Khalil, dites-nous, étant un conseiller chargé de la communication, comment aujourd'hui vulgariser cette idée de recensement, faire accepter les Mauritaniens, leur faire comprendre aujourd'hui l'importance de ce recensement? D'abord, je vous remercie pour cette opportunité et pour parler un peu de la communication et la stratégie de sensibilisation pour sensibiliser les habitants sur l'importance de cette opération d'envergure nationale. Mais avant de revenir sur cette question, je voudrais d'abord dire que cette 5e édition du recensement général de la population et de l'habitat est une édition inédite. Inédite pour 3 raisons. La première raison, c'est que ce recensement respecte la périodicité de 10 ans qui est recommandée par les Nations Unies. La deuxième raison, c'est que c'est un recensement exclusivement numérique. Et la troisième raison, c'est que ce recensement, les résultats de ce recensement vont sortir le plus tôt possible, contrairement au recensement précédent, parce qu'on a voulu simplifier en utilisant les nouvelles technologies. Pour revenir sur votre question concernant la vulgarisation, on a essayé d'élaborer une stratégie de sensibilisation. Le FINIAP nous a appuyé en recrutant un consultant pour l'élaboration de cette stratégie de sensibilisation qui a été déclinée sous forme d'un plan d'action opérationnel. Les différents actes de cette stratégie de sensibilisation visent à être à proximité de la population pour leur expliquer à travers des messages bien précis et clairs l'importance de cette opération. On a produit également des supports de communication
tels que les sketchs, les spots annonces et les messages que vous recevez tous les jours presque des opérateurs. Donc, on n'a pas laissé, on a mis toutes les chances de notre côté pour pouvoir vulgariser cette opération le maximum possible. Également, cette opération vise à recenser tous les résidents, y compris les étrangers. Et pour cela, nous avons convoqué des réunions avec l'OIM et avec les chefs de file des communautés. On sait qu'il y a plusieurs communautés de nos frères africains et de nos frères maghrébins qui résident en Mauritanie. Donc on a organisé plusieurs réunions pour essayer de vulgariser l'opération à travers ces acteurs qui sont très importants, parce qu'on sait que ça représente un grand pan de notre société ici à Nouakchott et à Nouadhibou. Et donc la sensibilisation a été lancée également à travers les principaux canaux officiels des médias et des médias privés également. Et on a essayé de créer des pages Face sponsorisées pour lancer les sketchs, les spots et les messages. Donc on est en train de faire le maximum d'accélérer la campagne de sensibilisation également en cascade au niveau des wilayas, à travers également les démembrements que vient notre DG de dire, c'est-à-dire les walis, les hakams qui sont membres dans les commissions régionales de recensement, et également les maires et les élus locaux, parce qu'on sait que ce recensement vise également le niveau géographique le plus fin, c'est-à-dire la localité. Et donc, partant, si ces gens-là n'adhèrent pas à cette campagne de sensibilisation, parce que ce sont les principaux acteurs qui sont appelés à répondre aux questions des agents recenseurs, on sait que certainement il y aura beaucoup de problèmes, mais on espère que les choses vont bien. Vous avez parlé de plusieurs aspects, notamment de la particularité de ce recensement, mais pour ma culture générale, est-ce que les Mauritaniens qui vivent à l'étranger sont concernés par ce recensement? Non, pas du tout. Les gens qui sont concernés, ce sont les habitants résidents au moment du recensement. D'ailleurs, ce recensement, il y a des caractéristiques du recensement telles que la simultanéité et l'exhaustivité. La simultanéité, c'est quoi? Le recensement se déroule à la fois sur tout le territoire national. Tous les agents commencent à collecter les données aujourd'hui en même temps sur tout le territoire national. Il y a également des critères pour être recensé, c'est-à-dire le concept résidence. Quelqu'un qui n'est pas résident, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que soit on a l'intention de résider 6 mois, le concept, soit on réside à jamais, on réside pour une bonne partie du temps dans le ménage. C'est le concept qui préside au recensement des gens résidents ici en Mauritanie. Et tous les étrangers également résidents en Mauritanie sont concernés par cette opération, y compris les étrangers, les diplomates qui ne résident pas dans les consulats ou dans et également ceux qui résident dans les consulats, les ambassades sont... Non, ça c'est des territoires autonomes, donc on ne peut pas les recenser, on ne peut pas y accéder. Donc il y a également la communauté des migrants, c'est-à-dire les gens, on doit les fidéliser. C'est pourquoi d'ailleurs je suis revenu sur la campagne de vulgarisation, de sensibilisation par rapport à ce pan de la population mauritanienne, la population résidente en Mauritanie. Et donc souvent on a des difficultés à les recenser. C'est pourquoi on a essayé de créer ce qu'on appelle un groupe d'acteurs ou de points focaux qui représentent les différentes communautés. Vous avez parlé tout à l'heure des 3 critères. Un des critères, c'est que c'est la première fois que cela se déroule normalement, c'est 10 ans après. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, cette normalisation, parce que c'est tous les 10 ans normalement. Mais c'est la première fois. La périodicité requise. Voilà. C'est la première fois que ça se déroule exactement 10 ans après. Merci madame. Juste pour revenir, pour un peu compléter avant de revenir sur votre question. Effectivement, ce qui est ciblé, c'est tous ceux qui sont résidents sur le territoire national au moment du passage de l'agent. L'ambassadeur ou les personnes qui habitent à l'intérieur des ambassades, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient mauritaniens, ils sont considérés comme étant
résidant dans des territoires en dehors du territoire mauritanien. Voilà, à l'intérieur de l'ambassade, tout ce qui réside à l'intérieur de l'ambassade est considéré, il n'a qu'à être mauritanien, mais il est considéré comme étant à l'étranger. Et l'ambassadeur. Tous les autres sont concernés. Maintenant, pour revenir, effectivement, en 2013, il y a eu un retard de presque 2 ans et quelques. Cette fois-ci, c'était en 2013, en 2023, c'est 10 ans net. Ce n'est pas évident parce qu'il y a toute une mobilisation de la logistique, une mobilisation financière qui est derrière tout ça. Il peut arriver que soit la mobilisation financière n'y est pas, soit qu'il y ait d'autres calendriers qui vont perturber, qui vont faire qu'on va le faire avec 2 ans de retard ou 3 ans de retard. Mais ce qui est souhaité, c'est chaque 10 ans. Pour que, au bout de 10 ans, on pense que la structure de la population ne va pas changer fondamentalement. Mais au-delà de 10 ans, il peut y avoir des phénomènes qui peuvent affecter carrément la structure de la population. Cette fois-ci, nous avons eu la chance. Et il y a eu toute la mobilisation politique qui a fait que... et puis, on n'a pas eu aussi d'événements particuliers qui ont perturbé. Si ça aurait été tombé sur, par exemple, le Covid en 2019, on aurait reporté. Si ça avait coïncidé avec des élections, actuellement, on fait la course, on a eu la chance de lancer notre opération avant les élections. Et c'est une période stable, donc c'est une période qui nous permet vraiment de trouver chacun chez lui et de le recenser correctement. Pour revenir un peu sur les critères après de recensement et la périodicité et la durée, je crois savoir nous en parlions hier, qu'il y a une préparation en amont quand même avant le lancement de ce recensement. Oui, bon, effectivement. On parle aujourd'hui du recensement. Vous allez voir des agents qui vont passer. Mais il y a tout un travail qui a été fait pendant plus de 2 ans, qui n'est pas visible et qui est fondamental. Il y a d'abord tout ce qui est travaux méthodologiques. Il y a tout ce qui est formation. Il y a tout ce qui est logistique, financement, mais il y a eu aussi toute une opération cartographique, donc qui a cartographié, géoréférencié tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est ménage sur le territoire national. Donc on peut vous dire aujourd'hui, si par exemple le ministère de l'Éducation veut, on peut lui donner le positionnement de toutes les écoles sur une carte. Il est dans son bureau, il voit la position de toutes les infrastructures, par exemple sanitaires. Il peut voir tout ce qui est marché, par exemple. Donc ça, il y a eu un travail qui a été fait en amont. Tous les ménages sont positionnés sur une carte, ce qui nous permet, nous, de faire un découpage qui correspond à nos besoins. Je vous disais hier qu'il y a le découpage administratif sur lequel nous, on a un autre découpage pour nos propres besoins. Vous savez que le pays est réparti en 15 wilayas. Les wilayas sont répartis en mokata et en communes. Mais nous aussi, nous avons un autre découpage plus petit, autour de 200, 100 et quelques ménages, très bien cartographié, très bien délimité, qui nous permet, nous, de faire correctement notre travail sans omission et sans doublon. Donc c'est ça, tout ce travail-là a été fait en amont. Donc il y a tout ce qui est travaux préparatifs, la méthodologie, la formation, parce qu'on a organisé plusieurs formations pour l'équipe centrale, pour nous-mêmes. Comme il a dit, c'est la première fois où on va réaliser un recensement exclusivement numérique. Donc nous avons besoin de nous préparer par rapport à tout ça. De la technologie nouvelle. Peut-être ma génération fait partie des gens qui n'ont pas, en tout cas, qui ne sont pas les meilleurs utilisateurs, mais qui se débrouillent. Mais il y a d'autres générations, les générations nouvelles, qui sont nées avec et donc qui l'utilisent. Donc on a besoin de ces formations, d'aller voir qu'est-ce qui a été fait au Maroc, qu'est-ce qui a été fait au Sénégal, qu'est-ce qui a été fait dans un autre pays. On a eu à faire tout ça avant de nous lancer. Et quand on a aussi établi toute cette méthodologie, avant le lancement hier, on a fait des tests sur le terrain pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Donc il y a tous ces travaux-là qui ne sont pas très visibles, qui ont été réalisés en amont, qui ont fait qu'aujourd'hui, on est là, on est serein, on lance l'opération parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été testées. Voilà. Monsieur le conseiller, vous aussi, vous êtes serein par rapport à cette préparation-là aujourd'hui, surtout que nous allons utiliser quand même des outils numériques pour la première fois, les préparations qu'il faut, les formations et aussi le matériel approprié qu'il faut.
Oui, bien sûr, parce que le matériel approprié a été déployé bien avant le commencement de la formation. Cette formation a été faite d'abord à plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, c'était au niveau central pour le dispositif technique de l'ANSAT, qui a subi une grande formation d'un mois. Et donc, c'est les nouvelles technologies, c'est-à-dire les tablettes, comment présenter un cours bien fait pour le dispenser éventuellement au profit des agents recenseurs et des superviseurs. Et ensuite, il y a eu une formation en cascade qui a été faite au niveau des zones. Parce que nous, on a essayé de faire plusieurs niveaux. Le DG a déjà parlé de ces niveaux-là. Le premier niveau, c'est la Commission nationale du recensement qui est présidée par notre ministre de tutelle. Le deuxième niveau, c'est le secrétariat central qui est présidé par le coordinateur qui est le directeur général de l'ANSAT, appuyé et secondé par le directeur général adjoint, avec bien sûr un conseiller technique et des chefs de division, dont la division de la communication et d'autres divisions dédiées à la collecte, au traitement, analyse et d'autres dédiées également aux problèmes, aux aspects financiers et administratifs. Il y a un autre niveau qui s'appelle bureau de zone. Bureau de zone, normalement, doit regrouper au moins 2 wilayas. Dans les wilayas du Nord, les 4 wilayas constituent un bureau de zone à part entière. Dans les autres wilayas, chaque 2 wilayas constituent un bureau de zone. Donc, on a 6 zones. Et dans ces 6 zones, les superviseurs ont été regroupés, les agents recensés regroupés dans un chef-lieu de wilaya. Par exemple, la zone Sud, ici, Trarza et Brakna. On a regroupé tout le monde dans la wilaya de Brakna. Ils ont subi une formation de 3 semaines pour bien apprécier, assimiler les cours et faire des exercices pratiques de simulation sur les tablettes par rapport à la collecte qui va se faire ultérieurement. Donc la formation a été faite de la manière la plus appropriée. Donc, les outils également ont accompagné cette formation, tous les outils, et les moyens déployés ont aidé à faciliter un peu le déroulement de tout le processus dont le DG vient de parler. D'abord des préparatifs, d'abord de l'opération, parce que c'est une opération qui se prépare sur 3 ans. On a commencé la préparation en 2021 en faisant des mises à niveau du dispositif technique, y compris les cadres et les directeurs de l'ANSAT, en passant bien sûr par l'élaboration de la méthodologie et des métadonnées rentrant dans ce processus de mise en œuvre du recensement général de la population, et en terminant par la formation des agents recenseurs, le test des agents recenseurs. Et on a oublié de vous dire que tout ce processus a été fait numériquement. Même le recrutement des agents, le recrutement des superviseurs, le recrutement a été fait via une plateforme électronique dédiée. En ligne. Dédiée à cet effet. Et combien de temps va durer ce recensement? Bon, ce recensement, comme on l'avait souvent signalé, il va durer normalement 15 jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9. Jusqu'au 9 janvier. 9, ouais, c'est 15 jours normalement, mais ça devient... Après, on pourra dire autre chose, mais pour le moment, c'est ça la durée la durée de pour la durée et pour aussi l'emploi du temps, comment cela va se dérouler avec les agents. Par exemple, si les propriétaires, les résidents sont absents, par exemple, comment cela va se passer, qu'ils sont en voyage et qu'ils reviennent, ou qu'il y a des déplacements, ou que voilà. Donc, il vous faut vraiment des informations qui sont justes et correctes pour être vraiment le faire correctement. Oui. Donc, comment vous allez vous organiser pour faire tout ça? Merci, madame. Il vient de vous dire que l'opération se déroulera sur 15 jours. Vous posez des questions 15 jours. C'est suffisamment d'agents. Et comme je disais tout à l'heure, on a découpé le pays en petits morceaux. Donc ces petits morceaux-là, c'est des morceaux chaque agent, il peut le faire en 10 jours, 15 jours. Il peut y avoir de petits, mais ça va être marginal. Maintenant, un agent, il vient dans sa zone qui est très bien délimitée.
Donc c'est lui qui va parcourir toute la zone des ménages porte à porte. Quand il vient, ces ménages qu'il visite ont été déjà positionnés. Comme je disais, il y a des travaux préalables qui ont été faits, la cartographie, sont positionnés. Et donc quand il vient dans un ménage, il peut trouver les membres des ménages présents. Il peut trouver aussi la maison fermée. Donc s'il trouve la maison fermée, il y a des ménages voisins auxquels il va demander est-ce que cette maison-là, est-ce qu'elle est habitée? On va lui dire non, ils ont déménagé. Ils ont déménagé, certainement, ils vont s'installer ailleurs. Donc ils seront recensés là-bas. Non, ce ménage-là, ils sont sortis, ils ne reviennent que le soir. Donc l'agent est obligé d'organiser son calendrier pour revenir parce qu'eux, ils ne sont trouvables que le soir. Donc il va revenir le soir. Donc à l'agent, en visitant, il prend des informations auprès de voisins. Il peut arriver que des zones, rarement qu'il y ait des zones où on ne peut pas avoir d'informations. Et donc comme l'agent est là pendant 10 jours, 15 jours, il va passer, repasser. Et normalement, si la maison est habitée, soit il reçoit l'information d'un voisin, soit il y aura un passage pendant lequel il va trouver le ménage ou un membre du ménage. Donc, je pense que toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas d'omission ou qu'il n'y ait pas de doublon. Donc, l'agent est là. Il y a une autre équipe, parce que l'agent il n'est pas seul. L'agent, il est dans ce que nous appelons, nous, zone de contrôle, avec un contrôleur, avec aussi des superviseurs, avec d'autres éléments. Et nous, à partir de mon bureau, moi, je peux voir sur la carte de cette zone-là qu'il y a tant de ménages qui ont été recensés. Sur la carte, je vois que tant de ménages n'ont pas été du tout recensés, ils ont été déclarés absents. Donc moi, je descends sur le terrain pour vérifier effectivement ces déclarations-là. Comme il vient de dire, comme tout est numérique, l'agent, dès qu'il rentre dans un ménage, il prend les informations. Nous, après, à partir de mon bureau, je peux savoir que ce ménage a été dénombré. Donc je vois sur la carte des points en jaune ou des points en rouge ou des points en vert pour me dire qu'attention, ça avance bien ou non, ça n'avance pas. Ou bien que, voilà. Donc il y a tellement un dispositif de contrôle et de suivi qui nous permet, en plus de ceux qui sont sur le terrain, nous qui sommes au bureau aussi, de pouvoir alerter. Donc, il y a suffisamment de dispositions vraiment pour qu'il n'y ait pas... Pour les dispositions, combien d'agents avez-vous déjà eu Est-ce que vous avez un chiffre exact des agents qui travaillent avec vous? Oui, on a à peu près un peu moins de 5000 agents enquêteurs. Il y a un peu plus d'agents enquêteurs. Il y a à peu près plus de 200 et quelques superviseurs et à peu près le même nombre de contrôleurs. Plus maintenant, les staffs de l'ANSAT. Donc c'est un peu proche de 6000. Hein. Il y a à peu près un effectif autour de 6000 qui est actuellement déployé par rapport au recensement général de la population. Donc par rapport à cette question, il a tout dit, mais il faut savoir que toutes les dispositions, comme il a si bien dit, ont été prises parce qu'on a créé ce qu'on appelle une équipe de veille qui veille chaque jour. Les gens de l'intérieur remontent l'information s'il y a des ménages qui sont absents ou des ménages qui n'ont pas répondu correctement aux agents recenseurs. Et nous, on fait le point au niveau du secrétariat central. Et il y a une équipe qui est dédiée normalement pour ces problèmes techniques et pour faire un récapitulatif au jour le jour pour essayer de régler le maximum, examiner les questions de ces problèmes-là. Par rapport à cette même question également, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation. Parce que si on fait une bonne campagne de sensibilisation, intensifier cette campagne de sensibilisation, je pense qu'il y aura toujours de petites marges, mais pour minimiser un peu ces aspects, ces problèmes et ces difficultés, on devra intensifier la campagne de sensibilisation et ce qu'on est en train de faire parce qu'on a mis toutes les chances de notre côté en utilisant tous les canaux possibles pour faire passer nos messages. Donc la campagne de sensibilisation est continue. Par exemple, je te dis, il y a un message ici, comme on dit, notre pays organise à partir du 25 décembre 2023 jusqu'au 9 janvier 2024 le premier recensement général de la population d'habitat exclusivement accueillir spontanément les agents recenseurs est un devoir civique. Ça, c'est des messages qui tombent tous les jours sur les clients des opérateurs. Il y a en arabe et en français également. Il y a également la partie migrants que je ne dois pas oublier. C'est des gens
qui seront sensibilisés à travers les acteurs ou les points focaux, les chefs de file des communautés migrantes ici à Nouakchott et à Noailloux, parce qu'ils en constituent l'essentiel de ces communautés migrantes. Revenir également sur l'importance justement de l'exactitude des données enregistrées par les agents et les informations données justement par les résidents. Voilà, c'est ça. Ça également, si on revient à la loi statistique 2005, on peut lire qu'il y a deux articles. Un qui est dédié au secret statistique et un qui est dédié à l'obligation de réponse. Le premier qui est dédié au secret statistique, on dit que la loi stipule que les renseignements individuels figurant sur les questionnaires de recensement ou enquête statistique publique et ayant trait à la vie personnelle et familiale et d'une manière générale aux faits et comportements d'ordre privé ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de 60 ans suivant la date de la réalisation du recensement de l'enquête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet article est fait pour rassurer un peu les ménages dans lesquels les agents recenseurs vont venir pour collecter les informations. Mais face à cet article-là, il y a un article qui oblige également les ménages à donner les informations aux services chargés de la statistique. Et il y a un article 9 dans la même loi qui stipule que les personnes physiques et morales sont tenues de répondre avec exactitude et ou au mieux de leur connaissance dans les délais impartis au questionnaire, au recensement et enquête, des recensements et enquêtes statistiques organisés conformément aux dispositions de la loi. Donc, on va essayer de fidéliser tout le monde pour qu'il puisse au jour J donner le maximum d'informations fiables et essayer d'accompagner cette opération qui est très importante, une importance cruciale pour le pays, pour la conception des stratégies de développement, les plans, les suivis, évaluations. Nous parlons tout à l'heure de l'importance justement de ce recensement et aussi c'est vraiment ses fins. Mais est-ce que dans le plan de la communication, il y a cet aspect de rassurer justement les populations de leurs données qu'ils vont donner? C'est des données confidentielles aujourd'hui pour que ça puisse passer mieux. Hein, pour ne pas qu'on D'ailleurs, soit il y a heurté, la société civile, les réseaux sociaux qu'on utilise pour faire passer nos messages également. Il y a un message par rapport aux déclarations confidentielles. Ici, on dit que les informations déclarées aux agents recenseurs sont strictement confidentielles. N'hésitez pas à fournir des déclarations fiables. Ça, c'est des messages également SMS qui tombent tous les jours dans vos téléphones. Et donc, pas seulement ça, parce qu'on va organiser ce qu'on appelle la sensibilisation de masse. Qu'est-ce que c'est que la sensibilisation de masse? On a nos acteurs au niveau local, c'est-à-dire le wali, les hakim, les maires et tout le monde, la société civile. Le wali va faire un meeting pour sensibiliser au niveau du chef-lieu de la wilaya toute la population sur l'importance de ça. Et chacun, le hakim va faire également idem dans les muqata', les maires dans leurs mairies, les chefs locaux, les notables dans leurs localités respectives. Et donc ainsi de suite. C'est comme ça qu'on pourra toucher le maximum d'habitants et de populations pour les sensibiliser sur l'importance de cette opération. Avec bien sûr toutes les techniques possibles des nouvelles technologies. On essaye également de créer des Facebook parce qu'on sait qu'on a une génération naissante qui utilise le Facebook et tout. Et on a même un budget pour sponsoriser les pages Facebook. Et via même les canaux officiels tels que Mauritanie, le Barlamania, Radio Mauritanie, Radio Rural, l'AMI, OSRA, les autres chaînes privées, on essaye de faire ce qu'on appelle de lier des partenariats dynamiques pour faire passer tous nos messages et essayer de faire des programmes, débats pour expliquer aux populations en arabe et dans toutes les autres langues, hassania, langue poulard, langue wolof, langue sonéké et tout, et faire passer les messages également à la communauté migrante, même celle qui est anglophone, elle a sa part de cette sensibilisation parce qu'on a traduit tous les messages en anglais pour les faire passer, essayer de les sensibiliser sur l'importance de cette opération. Alors, nous avons parlé de cet aspect-là de collecte de données. Après, pour le traitement des données, justement, pour récupérer les données, le traitement, comment cela va se passer? Merci. Juste pour ajouter
parmi les canaux de sensibilisation et de communication, il y a une journée pédagogique qui a été organisée par le ministère de l'Éducation sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. Et donc, qui a aussi son impact. Donc, pour ce qui est de la confidentialité, c'est la loi statistique qui nous oblige à garder le secret tout ce qui est déclaration, soit d'une personne privée ou d'une entreprise privée. Il y a l'obligation de réponse. La statistique collecte l'information, soit auprès d'un ménage, soit auprès d'une administration, soit auprès d'une unité de production privée. Donc la qualité de cette information est fonction de ce que fournit le répondant. Voilà. Maintenant, pour revenir par rapport au traitement. Donc comme il disait au début, donc les informations sont collectées, l'analyse de la cohérence est faite simultanément, et donc peut-être 2 ou 3 jours ou une semaine ou plus après la fin de l'opération, on peut sortir ensuite les premiers résultats, sous forme en tout cas de tableaux et de ratios. Mais il y aura après des analyses thématiques qui seront réalisées, qui seront diffusées. Il y aura des monographies régionales, il y aura des zooms sur certaines localités, il y aura des zooms sur des cartes comment dirais-je, thématiques. On peut sortir des cartes sur, par exemple, la santé, des cartes sur l'éducation, des cartes sur le commerce, sur une activité donnée. Donc, l'ANSAD a des ressources humaines qui sont à mesure, en tout cas, de faire ce genre de travaux, qui ont l'habitude, qui l'ont démontré en 2013, et donc pourquoi pas aussi en 2023. Avec, en tout cas, on pourrait, si c'est nécessaire, on pourrait se faire appuyer par l'université ou par d'autres institutions sœurs. Donc, je pense, et puis, toutes ces informations qui sont collectées seront traitées de sorte à ce qu'elles soient accessibles systématiquement sur le site. Donc, il parlait tout à l'heure du secret. Donc, quand les informations sont collectées, après, on ne diffuse pas par rapport à un ménage ou par rapport à un donné. On va sortir les informations par rapport à un profil donné, par rapport à une thématique donnée. Donc, c'est des informations agrégées qui seront traitées. C'est des informations, c'est une donnée publique, et donc, elle sera accessible sur notre site, accessible à tous ceux qui veuillent y accéder, aux étudiants, aux chercheurs, à tout celui qui aura besoin des informations statistiques. Il y aura une base de données, il y aura des analyses thématiques qui seront diffusées, qui seront partagées, mais aussi il y aura une base de données en fonction de la demande. Voilà. Donc ma question rejoint aussi justement l'utilisation que l'on peut faire justement de ces données-là, des données démographiques aujourd'hui de ce recensement. De ce qu'on peut faire avec. Vous savez, peut-être vous êtes venu ici avec une voiture. Votre voiture, il y a un tableau de bord. Si vous vous réveillez le matin, vous allumez la voiture, le moteur tourne et que le tableau de bord est éteint, vous n'allez pas sortir avec la voiture. C'est inquiétant. Voilà, c'est la même chose. Comment un gouvernement, un dirigeant va piloter tout un pays s'il n'a pas d'indicateur, s'il n'a pas ces clignotants-là, s'il n'a pas ce tableau de bord qui peut l'orienter par rapport à n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine de l'infrastructure, du transport, du commerce ou tout autre domaine. On a besoin d'avoir ces données-là. Maintenant, l'ANSAD, elle produit, elle analyse, elle diffuse. Mais ce n'est pas elle qui prend la décision. C'est le preneur de décision qui va prendre cette information à partir de laquelle il va s'orienter, il va planifier autrement, ou bien il va poursuivre le même chemin parce que l'information qu'il a eue lui confirme qu'il est sur la bonne trajectoire, ou bien qu'il doit un peu revoir sa trajectoire. Donc les données qu'on va collecter, ou qu'on collecte, ou qu'on produit, ou qu'on diffuse, c'est des données qu'on peut comparer à un tableau de bord d'un véhicule. Donc ce sont des données qu'on peut utiliser dans la lutte contre la pauvreté, par exemple, la réalisation d'objectifs de développement durable. Bien sûr, la construction des infrastructures socio-économiques également, parce qu'on sait que pour un recensement qui s'est fait tous les 10 ans, il faut en profiter surtout que c'est la plus grande opération statistique et qui va dans un niveau géographique le plus fin, c'est-à-dire la localité. Ce n'est pas comme les enquêtes
Le niveau, le plus bas niveau, c'est peut-être le Muqata'a. Niveau Muqata'a, donc il faut en profiter pour essayer d'utiliser cette gamme d'informations fiables et importantes qui est réalisée tous les 10 ans. Ce qu'il vient de dire est très pertinent. Parce qu'il y a un slogan qui dit que planifier sans statistique, c'est naviguer dans le brouillard. On ne peut pas planifier sans statistique. Toi, tu es chef de ménage, tu dois savoir combien d'enfants tu as pour les scolariser, pour essayer de leur procurer le nécessaire pour faire une vie requise pour leur scolarité, pour leur prise en charge sanitaire et pour leur prise en charge socio-économique également, dans leurs besoins physiologiques et tout. Donc, par conséquent, le fait d'avoir des statistiques, c'est une vraiment bénédiction, si on ose s'exprimer comme ça, mais il faut savoir les utiliser à bon escient. Il faut savoir les utiliser à bon escient, ce qui malheureusement n'est pas le cas en Mauritanie, parce qu'il n'y a que les décideurs qui utilisent les statistiques pour faire le suivi. Alors c'est accessible, aux chercheurs, c'est accessible aux étudiants, c'est accessible à tout le monde, aux consultants, tout le monde. La statistique, elle est publique. Elle est publique, c'est-à-dire la statistique, on l'a produit avec l'argent public, donc elle est publique, elle est ouverte à tout le monde. On a un site, si tout le monde veut venir récupérer les données, c'est des données à titre gracieux, il peut venir en récupérer autant qu'il veut. Donc justement, si on devait faire un appel aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour que la population se recense, mais également c'est pour toutes les entités pour l'utilisation de ces données-là. L'utilisation, parce que si on fait de bonnes collectes, de bonnes analyses, de bons traitements, et que les données ne sont pas, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Je m'exprimer ici. Et nous avons parlé il y a un soutien apporté quand même par le Fonds des Nations Unies pour la population et également... Bien sûr. J'avais déjà parlé d'une partie de ce soutien au tout début de mon intervention, c'est-à-dire relatif à l'appui à l'élaboration de la stratégie de communication. Mais également, ils ont envoyé quelques cadres et directeurs en voyage d'études dans les pays de la sous-région pour échanger les expériences sur ce recensement. Donc ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui va venir après, parce que le recensement, comme il a si bien dit, c'est tout un processus. Il y a une autre partie qui va venir après même le traitement et l'analyse de données qui s'appelle élaboration des thématiques du recensement. Il a l'habitude d'élaborer pas moins de 15 thématiques de recensement. C'est la mortalité, c'est la répartition spatiale de la population, la structure de la population en âge, en sexe, et sur également les couches les plus vulnérables telles que les personnes âgées, les handicapés et tout. On a des thématiques, c'est la migration et c'est l'habitat également. Donc ces 15 thématiques ou 16 seront également financées en partie par le FINIAP. C'est le représentant résident qui l'a dit lors de la cérémonie officielle de lancement de l'opération de collecte hier. Donc il y a d'autres partenaires qui ont financé, tels que la Banque mondiale, qui a financé à hauteur de quelques millions de dollars cette opération. Via le projet HISWACA, qui est un projet dédié à l'harmonisation des statistiques dans l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique de l'Ouest, et la Mauritanie a été éligible à ce programme récemment. Elle en a bénéficié de quelques millions de dollars pour essayer de renforcer son système statistique. Donc d'où l'importance vraiment de ce recensement-là. Combien de recensements généraux de la population? Il y en avait un en 2013. C'est ça. Concrètement, combien? Nous sommes à notre 5e recensement. Le premier, c'était seulement un recensement de la 1977. Le deuxième, c'était en 1988. J'étais au collège. Je n'ai pas y être enquêteur. Le troisième, c'était en 2000. Le quatrième, c'était en 2013. Et le cinquième, nous y voici. Comme vient de dire mon collègue, le FINIAP, la Banque mondiale, c'est des partenaires traditionnels. Oui. Ils nous appuient dans différents domaines. Il n'y a pas que le recensement. On travaille avec eux dans beaucoup de domaines, y compris le recensement. En tout cas, on profite aussi pour les remercier. Mais aussi, on se félicite de l'engagement de l'État qui a mis vraiment la main dans la poche pour vraiment financer une grande partie de cette opération et qui a donné une importance capitale à la statistique
une importance peut-être qu'on n'avait pas les années passées. En tout cas, on se félicite par rapport à ça. Aujourd'hui, comment le système d'information statistique précis permettra-t-il de fournir des données nécessaires? C'est une question importante qui est revenue très souvent, en temps opportun pour évaluer les impacts des plans suivis par les décideurs nationaux. C'est encore revenu, cette question-là. Merci. Quand on dit système statistique, c'est l'ANSAT, mais aussi c'est tous les autres services statistiques au niveau des différents départements ministériels. Il y a de la statistique produite par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Élevage, par le ministère de l'Agriculture, par le ministère de l'Hydraulique. C'est tout ça qui constitue un système statistique national. Maintenant, un système statistique national s'appuie d'abord sur des ressources humaines, s'appuie d'abord sur une vision, s'appuie ensuite sur les ressources financières et tout ce qui est moyen matériel. Au niveau national, il y a certains départements qui sortent un peu de l'eau. C'est le cas de la santé, c'est le cas de l'éducation, c'est le cas de l'agriculture, qui ont en tout cas des systèmes un peu en avance par rapport aux autres. Maintenant, il faudra qu'on fasse plus d'efforts pour que tout ça soit harmonisé, pour que tout ça soit interconnecté, pour qu'on ait des informations dans les différents domaines qui permettent au décideur tout de suite s'il a besoin. D'abord, il faut que l'information soit accessible et il faut aussi qu'elle soit récente. Mais il faut aussi qu'elle soit produite selon des normes. C'est là où intervient le rôle de l'ANSAT. Appuyer par exemple le ministère de la Santé pour produire des statistiques de la santé qui respectent les normes. Parce que la statistique, toute statistique a sa carte d'identité. Donc elle doit respecter un certain nombre de normes, il doit respecter certaines règles. Ce sont ces règles-là que nous devons transmettre aux autres, à l'élevage, à l'agriculture, à la pêche et à l'ensemble. De sorte à ce qu'il y ait en tout cas des données qui sont produites selon les normes et qui peuvent nous permettre de prendre des décisions pertinentes. Vous rejoignez un petit peu M. Ba, le directeur général adjoint, concernant aussi l'importance de ces données et la sincérité justement de la réponse à ces questions. C'est quel genre de questions, par exemple, qu'on pose? Par rapport au recensement? Au recensement, oui. Par rapport au recensement, vous avez plusieurs thématiques. Mais c'est bien organisé. Ce n'est pas des questions très compliquées, n'ayez pas peur. Oui. D'abord, quand on vient dans un ménage, on a besoin d'abord d'identifier et de caractériser les membres du ménage. Qui est là? Qui a dormi ici? Son nom, son sexe, tout ça. Le nom, on n'a pas besoin de sa carte d'identité. Vous déclarez, vous dites, il s'appelle Sidi, on met Sidi. Sidi, c'est un homme. On met son âge, on met tout ça. Donc, on met son sexe et tout ça. Aussi, il y a des informations aussi, on demande des informations par rapport à l'état civil. Est-ce que vous avez le NNI? Est-ce que vous avez ça? Oui ou non? Ou pourquoi vous ne l'avez pas? Et ainsi de suite. On ne vous demande pas de montrer une pièce. Non. Est-ce que vous avez des problèmes d'état civil? Oui ou non? Est-ce qu'il y a, parmi les membres du ménage, est-ce qu'il y a certains qui présentent un certain nombre d'handicaps? Si oui, c'est quel type d'handicap? Est-ce qu'il y a l'assurance maladie? Est-ce qu'il y a certains qui en bénéficient? Quelle est la scolarisation de chacun des membres là que vous avez cités? Quelle est sa scolarisation? Quel est son niveau d'éducation? Quelles sont les activités des membres que vous avez cités? Chacun, quelles sont ses activités? Qu'est-ce qu'il fait par rapport à la fécondité, par rapport à la nuptialité, par rapport au décès, par rapport à la migration et par rapport aux caractéristiques même de l'habitat. Vous êtes dans quel type d'habitat? Donc de là maintenant, on essaie. Vous aviez posé la question par rapport à la pauvreté. Quand vous avez ces informations-là, vous pouvez caractériser la zone, vous pouvez caractériser le ménage, vous pouvez caractériser le quartier, vous pouvez caractériser la ville, vous pouvez caractériser la région. Oui, donc vous pouvez dire que dans cette zone-là, il y a la dominance, c'est tel type d'habitat, c'est des baraques, c'est des maisons en banco. Donc, je peux tirer un certain nombre de conclusions par rapport à leur niveau de vie, à leurs conditions. Est-ce qu'il y a suffisamment d'infrastructures sanitaires? Est-ce qu'ils accèdent aux infrastructures de santé, aux infrastructures? Ils sont à combien dans le marché? Ils sont à combien du goudron? Ils sont ainsi de suite. Donc, on peut avoir toutes ces informations-là. Et donc, ce qui vous permet
en tout cas, si vous avez ces informations, de prendre la décision que vous voulez et qui vous permet en tout cas d'aller sur le bon chemin. Ce n'est pas des questions compliquées. Non, ce n'est pas des questions compliquées et où on ne vous demande pas de justifier. Il faut que ce soit rassurant un petit peu pour les populations ou les personnes qui sont en face. Oui, il faut que ça soit. C'est mieux quand je suis devant vous, je viens vous parler Pulaar, je vous parle Pulaar, ou bien vous parlez Hassani, je vous parle Hassani, vous êtes plus rassurant. Vous êtes peut-être un peu, s'il y a quelqu'un qui vous parle le Wolof ou le Hassani, vous ne comprenez pas. Mais si vous comprenez, ce n'est pas quelque chose qui vous pose problème. Dans certains pays, c'est les gens qui se déplacent vers la statistique. Dans certains pays du Golfe, c'est les gens qui se déplacent pour se faire recenser. Ce n'est pas la statistique qui se déplace. Vous voyez? Mais dans nos pays, dans notre région, c'est comme la Mauritanie, c'est la statistique qui se déplace. Mais c'est là, ce que vous disiez tout à l'heure, l'intérêt de donner des informations fiables. Fiables, oui. Si vous essayez d'anticiper, moi je vous ai demandé, il y a combien de personnes? Il n'y a que 5 dans votre ménage, vous vous dites apparemment, il a posé la question, peut-être qu'il y a une distribution de vivres, vous dites 20. Hein? Ou bien, on vous demande quelle est votre activité. Vous êtes commerçant, vous dites moi je suis chômeur. Ou bien non, moi je ne fais rien. Ça fausse les données. Ça fausse les données. Mais ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de votre responsabilité. Donc c'est à vous, ou c'est à nous, ménages, de donner la bonne information. Ça ne nous coûte rien de donner la bonne information. Voilà. C'est important. Et pour les personnes qui sont en prison, dans les hôpitaux et tout, comment cela va se passer? Dans notre typologie, on a plusieurs types de ménages. Quand on dit ménage, d'abord c'est des personnes qui sont sous le même toit, qui partagent la même marmite et qui reconnaissent une autorité, une seule autorité. C'est ça un ménage. Si par exemple nous habitons ici, vous avez votre marmite là-bas, moi j'ai ma marmite, c'est 2 ménages. D'accord. Si vous avez une seule marmite, un seul toit, ça c'est un ménage. Maintenant, il y a ces ménages-là qu'on appelle ménages ordinaires, nous, voilà nos ménages. Mais il y a aussi des ménages collectifs. C'est les prisons, c'est les casernes, c'est les internats. Ça aussi, ils ont leur traitement. Ils sont pris en compte. Ils sont pris en compte, bien sûr. Ils sont pris en compte. Les hôpitaux, ils sont pris en compte, mais avec un traitement spécifique. Voilà. Tout ça, c'est bien stratifié. Il n'y a pas un type de ménage qui n'est pas pris en compte. Donc tout ce qui est les casernes militaires, tout ça, c'est les prisons. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose, mais tout ça c'est déjà répertorié, c'est classifié et c'est pris en compte. À la sortie des résultats, on peut faire la distinction entre ceux qui sont issus des ménages collectifs et ceux qui sont issus des ménages ordinaires. Voilà. Alors, M. Khalil, pour la communication au niveau justement de ces ménages collectifs, cela passe également? Bon, il y a plusieurs sortes de ménages collectifs. Il y a ce qu'on appelle les casernes. Généralement, dans les casernes, on recrute des militaires qui font le recensement. Parce que ça, c'est le secret de l'État, on ne peut pas... Donc, pour les prisons, il y a certainement une sensibilisation, mais c'est le plus facile. Le plus facile de recenser des ménages collectifs. Parce que, généralement, si on veut sensibiliser, c'est dans la prison, peut-être. S'ils ont des chefs là-bas, ils peuvent faire la sensibilisation. Mais la sensibilisation se fait également parce que la statistique, c'est la loi des grands nombres, comme on dit. Sensibilisation, c'est surtout au niveau des populations qui ne sont pas les ménages ordinaires et tout, et les communautés migrantes. C'est là où on doit essayer de se focaliser nécessairement sur la sensibilisation, de faire passer notre message afin que tout le monde, au plus tard le 15, soit recensé. Tout le monde, au plus tard le 15, soit recensé. Parce qu'on sait que ce recensement ne va pas toucher à 100% toute la population, ça on est persuadé. Mais il y a des taux qui sont fixés selon les standards internationaux qui disent voilà une opération de recensement qui est réussie et voilà une opération de recensement qui n'est pas réussie. Si on atteint ces taux-là, on va s'en féliciter. On va dire que le recensement est réussi. Quel taux serait le meilleur pour vous? Bon, généralement, c'est entre là, 80 et 80. Si vous avez ce taux, vous allez dire, ouais, voilà, quand vous dites recensement, c'est exhaustif. Exhaustif. C'est exhaustif. Donc, il peut y avoir
quelques ménages qui sont... Mais quand on termine, ça fait partie. Quand on termine ce recensement-là, On peut savoir. on revient. On revient dans certains pour prendre des échantillons pour voir est-ce que dans ces zones-là, Voilà. est-ce qu'on va tomber sur des ménages qui ont été omis. C'est que j'avais- Quand on termine tout de suite, on va refaire pour voir est-ce qu'il y a des ménages omis. Sur l'échantillon. Quand on trouve qu'il y a des ménages omis, il y a une façon de redresser. De redresser le chiffre final. Donc le chiffre final, il va tenir compte de ce qui a été omis. Donc on ne peut pas vous dire que la population de la Mauritanie c'est à 1 585 223 personnes. Parce qu'il y a une naissance tout de suite et un décès tout de suite. Ce sera environ. C'est dynamique. Voilà. C'est Vous dynamique. voyez. Donc l'idéal, on a dit tout de suite 15 jours. L'idéal, c'est d'organiser le recensement en une seule journée. C'est ça l'idéal. C'est que font d'autres pays dans le monde. C'est une photo. Oui, La photo, on prend la photo et puis bon, on s'arrête, on dit bon voilà, à midi 35 minutes, on était à temps. Mais c'est presque impossible. Donc nous, on le fait en 15 jours. Dans 10 ans peut-être Hein? Pour Dans les 10 ans, 10 bon, prochaines années. peut-être. Vous disiez tout à l'heure par rapport à la communication, par rapport au ménage collectif, il y a tous ceux qui dépendent par exemple du ministère de la Défense. Donc il y a des courriers, il y a des correspondances, parce que de toute façon il y a une organisation. Donc il y a des correspondances qui ont été envoyées à certains, donc qui vont prendre les dispositions pour nous permettre nous d'accéder à ces ménages collectifs-là, que ce soit les casernes, que ce soit les prisons. Donc les dispositions sont en train d'être prises par les départements concernés pour nous permettre d'accéder à ces populations. Par rapport au taux, c'est-à-dire on va faire ce qu'on appelle l'enquête post-censitaire. C'est une enquête de couverture qui va nous permettre de dire exactement si ce recensement a été très bien fait, n'est-ce pas? Oui. Par le Voilà. D'accord. Nous sommes rattrapés par le temps. Ça a été lancé maintenant, c'est bon. Il y a eu des tests et ça a été lancé. Nous sommes en plein dedans. Et aujourd'hui, quel message vous pourriez faire passer pour que tout se passe au mieux, disons au mieux, par rapport aux populations, par rapport aux recenseurs, des personnes qui vont à la rencontre d'autres personnes aussi, parce qu'il faut une certaine ouverture d'esprit quand même pour pouvoir recenser toutes les personnes. C'est pas simple. Donc, quel est aujourd'hui le message que vous pourriez faire passer aujourd'hui pour faire accepter ces situations? Il y a deux messages essentiellement. Le premier, c'est de bien recevoir, de bien accueillir spontanément les agents recenseurs et de faire des déclarations fiables à ces agents recenseurs. Le deuxième message, c'est qu'ils n'ont qu'à se rassurer que ces données, ces déclarations sont tenues à l'anonymat, donc ils ne seront pas diffusées grâce à l'article 5 de la statistique, de la loi statistique qui stipule le secret statistique. Donc ils n'ont qu'à se rassurer. C'est des données qui seront utilisées uniquement et exclusivement à bon escient pour l'élaboration des politiques stratégies de développement. C'est pour les aider après à leur créer un cadre de vie adéquat, une vie prospère, grâce à des informations statistiques utiles et indispensables au développement socio-économique du pays. Merci beaucoup. Et vous, monsieur Dujia? Oui, merci. Il y a deux messages. Le premier message, je le lance à tous ces braves jeunes garçons et jeunes filles qui sont sur le terrain, qui sont des agents enquêteurs, des contrôleurs et des superviseurs, qui sont en train de faire un excellent travail, qu'on encourage à continuer à faire ce travail-là et que je leur adresse le message de la direction générale pour leur dire que la réussite de cette opération dépend d'eux. Le second message est adressé aux ménages. Nous demandons leur adhésion et leur collaboration en France parce que de leur réponse dépend la qualité des informations que nous aurons à publier. Et nous savons qu'on peut compter sur les ménages résidents et on sait qu'ils vont nous donner la bonne information. Eh bien, bon courage. Merci beaucoup, monsieur Baoumar Khalidou. Je rappelle que je suis le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique. Merci également à vous de nous avoir accompagnés. Monsieur Khalil Dahmed, conseiller chargé de la communication au secrétariat central du recensement. Merci beaucoup. Merci. Et merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés tout au long de notre émission. Et bonne soirée. Merci.
أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الموريتانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي معاملات إسلامية. هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على أهم المنتجات المالية الإسلامية وأهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. نعرج فيه أحيانا على المعاملات التي نتعامل بها في أوساط أسواقنا الاعتيادية بشكل يومي، كما نسلط فيه الضوء على أهم الأمور المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي عموما. فمرحبا بكم وسهلا في هذه الحلقة الأسبوعية. لا نزال نتحدث في هذه الحلقات المتتالية عن الزكاة وأهم نوازلها المعاصرة. نعم، تحدثنا عن الزكاة ورسالتها الاجتماعية، وعن الزكاة ورسالتها الاقتصادية كذلك، وخصصنا حلقة أخرى لطريقة استخراج الوعاء الزكوي من القوائم المالية للمؤسسات الموجودة أو المدرجة في القطاع المصنف، ثم لطريقة استخراج الوعاء الزكوي للأفراد وللدكاكين العادية من القطاع غير المصنف. اليوم لدينا مسألة مستجدة ونازلة معاصرة مطروحة بإلحاح على الجميع، وهي مطروحة بإلحاح أكبر على القطاع المصنف وعلى مؤسساته التجارية والاستثمارية.